J'ai perdu mon premier œil en mars 2010 et j'ai perdu la vue complètement, je pourrais plus du tout vous dire le mois exact, mais l'année 2011. Je me suis renfermée, chez moi tout était fermé, je n'ouvrais plus à personne, je voulais plus voir personne. Je me suis dit, bah ça y est, c'est fichu quoi, j'arriverai plus à rien. Si Madame Bonty reprend ses compositions florales en perles de rocaille, c'est parce que des accompagnants professionnels lui montrent, lors d'une prise en charge d'environ 3 mois à la Fondation hospitalière Sainte-Marie à Paris, qu'on peut être aveugle et retrouver une certaine autonomie. La rééducation et la réadaptation correspondent à une démarche globale qui permet à la personne atteinte de cécité ou de malvoyance de mieux connaître la nature de sa déficience, de faire le point sur ses capacités et de retrouver un maximum d'autonomie. Toutes les activités de la journée peuvent être abordées en rééducation. Monsieur Schneider est malvoyant. Son objectif est de retrouver une autonomie de déplacement dans la rue. C'est avec une ergothérapeute, instructeur en locomotion, qu'il va réapprendre à travers des exercices pratiques à sortir de chez lui. Allez au contact de la bordure, monsieur Schneider, voilà. Sinon, vous risquez de vous mettre les pieds dedans. Après son diplôme d'ergothérapeute, Elsa Desbois a complété sa formation par un diplôme universitaire sur les compensations de techniques visuelles, suivi d'une formation spécialisée d'instructeur en locomotion. On va travailler sur un trajet par explication, puisque c'est là où en est monsieur Schneider au niveau de sa rééducation. C'est vraiment, on prend la première à droite, puis la première à gauche, et on s'arrête à un endroit bien précis, avec l'idée de faire le retour pour revenir exactement à notre point de départ. Eh ben on y va. Voilà, je peux y aller. Parfait. Ce qui m'a décidé à travailler dans le domaine de la déficience visuelle, c'est un peu le fait du hasard, puisque quand on sort de ses études, on cherche du travail. Et il se trouvait qu'il y avait un poste dans une structure où moi, j'avais déjà fait des stages. J'avais fait un stage pendant mes études. Pardon, madame. Qu'est-ce que c'est ici? Le magasin avec les lumières. Ouais, exact. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez conclure de ce que vous avez trouvé là avec la canne? Une marche. Ah, exactement. L'objectif de l'ergothérapie, c'est de permettre à une personne de retrouver les gestes qui lui permettent de faire son quotidien. Les différents domaines, si on les reprend, il va y avoir donc la vie quotidienne, la communication, les déplacements, et pour les personnes malvoyantes, tout ce qui va être le développement de la vision fonctionnelle, ce qu'on appelle la basse vision. Et ça, c'est des techniques qu'on ne peut pas inventer, ça s'apprend. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce trottoir? Mon trottoir, il n'était pas large au départ. Il s'est élargi sur la fin. Oui, sur la toute fin, exact. J'ai vu le fameux petit magasin avec les lumières. Oui. Donc ça, c'est toutes les informations qu'il faut que vous conserviez pour après vous rappeler que vous êtes passé exactement par ce chemin-là, puisque vous savez que le principe du retour, c'est de reprendre exactement les mêmes trottoirs et de retraverser au même endroit. Le plus difficile, c'est ça, c'est avoir suffisamment confiance en soi pour se dire, je suis tout seul dans la rue, il y a plein de gens qui me voient, moi je les vois pas, et puis il y a plein de dangers qui me guettent. Alors voilà, ça c'est un petit inconvénient, hein, les gens qui rabaissent pas leur volet, qui les attachent pas. C'est pour ça qu'on préférera marcher bien au milieu du trottoir plutôt que de raser les murs. Avant, je me promenais jamais tout seul. Je dépendais toujours de quelqu'un. Donc ça limitait mes déplacements en fait. Parce que j'avais pas confiance en mon peu de vue qui reste et en ma technique de canne en fait, de pouvoir me repérer des endroits, de chercher des repères. Le bâtiment de telle ou telle couleur, c'est des trucs que je faisais pas attention avant. Les qualités professionnelles pour être, alors je sais pas si c'est être un bon ergothérapeute, mais en tous les cas c'est d'être à l'écoute des personnes. Et puis la capacité à s'adapter à l'imprévu. Non, elle est pas là. Vous l'avez passé ou pas? Non. Je ne l'ai pas vu en tout cas. Eh ben, vous ne l'avez pas cherché, j'ai l'impression. Je ne l'ai pas vu. Alors, on va repasser, on va faire demi-tour. Ah, si, elle est là. Voilà, ok. Il y a des séances qui sont parfois difficiles, les gens ils craquent, ils pleurent, mais il y a un résultat. Et même si le résultat est parfois très très minime parce que ça arrive, il y a toujours quelque chose qui reste. Et quand ils partent avec un petit peu ce petit coup de punch qu'on a pu leur insuffler, c'est super. Juliette Labiche est ergothérapeute en vie quotidienne. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Allez, on est parti. C'est en travaillant pour la Fondation Sainte-Marie qu'elle se spécialise dans la déficience visuelle.
L'une de ces activités concerne l'enseignement du braille. Je vous laisse venir vous installer ici. Vous avez une chaise. On va reprendre où on s'était arrêté la dernière fois. Oui. Donc c'était le fameux mot qui nous embêtait. Oui. Oui, le S, le A, le C. Très bien. Voilà, après, c'est le R, Oui. sacrifié. Voilà, nickel. L'objectif principal, c'est d'essayer de leur faire reprendre le plus leur quotidien possible en fonction de leurs habitudes de vie. Pour Monsieur Frick, son objectif, c'est d'utiliser le braille plus tard pour faire des marquages en fait, dans son domicile. Donc les marquages, en fait, ça va être des petites bandes plastiques qu'il va pouvoir coller sur les éléments qu'il voudrait reconnaître. Son deuxième objectif, c'est de pouvoir lire le braille lorsqu'il se présente dans les musées. Ah, sonore, Très bien. c'est bien. Ça va ? Oui, ça va. Donc le principe de l'écriture, en fait, ça s'écrit avec un poinçon Oui. qui va nous permettre de faire des trous dans le papier. Nous, ce qui nous intéresse en braille, quand on lit, c'est pas les trous, mais c'est les bosses. Ça implique que pour la lecture, on va devoir retourner la feuille Oui. afin de lire ce qu'on a écrit. Être ergothérapeute, c'est aussi enseigner aux non-voyants à utiliser leur cuisine dans des conditions optimales de sécurité. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est une recette que vous n'avez jamais faite. C'est un flan aux pommes. Voilà. Donc je vous ai enregistré la recette sur votre dictaphone. Donc tout au long de la cuisine, je vais vous laisser suivre la recette grâce à ce dictaphone. Je crois que c'est en dessous de l'évier. Dans le cadre de Madame Bonetti, là, c'est vraiment l'objectif principal de cette dame, c'était de reprendre plaisir en faisant de la cuisine. D'un point de vue valorisation d'elle-même, c'est vraiment important de reprendre cette activité. Je vais chercher mon dictaphone. 50 g de sucre, 2 sachets de sucre vanillé, 4 œufs, 25 centilitres de lait. Préparation. Éplucher. Donc il me faut du sucre vanillé. Le sucre, c'est le grand pot, alors que la farine, c'est le petit pot. Ah, C'est un d'accord. moyen, vous vous souvenez, Oui. de déterminer ce qu'il y a à l'intérieur sans avoir besoin de lire. On va avoir des personnes qui ont besoin de conseils pour s'occuper de leur bébé, ou ça va être des personnes qui ont besoin d'une aide vraiment particulière en fonction de leur travail. Après, on ne peut pas tout connaître. Moi, je ne suis pas du tout cuisinière, je ne suis pas couturière, et pourtant on me demande des fois un conseil pour retoucher des habits, mais on ne va pas partir dans de la haute couture si la personne, elle était couturière avant. Vous savez où il est, votre dictaphone, là ? Non. Alors, cherchez-le, il est sur la table. Faites le balayage, vous savez, comme on a appris. Ah, mais Voilà. il était juste à côté. Il était juste à côté, mais il était très très en bord. Donc, comme Oh vous là, faut savez que je pas où mette il ça était, devant moi alors. jamais ça. Jamais, Bah ouais, mais je voulais jamais, le jamais. tourner. Non, 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 avec les gants, ça. C'est quand même compliqué quand on a perdu la vue de changer ces habitudes-là, hein, c'est vrai. Hein. Moi, ce qui me marque ici le plus, c'est de voir que les progrès vont très vite, en fait. Des fois, il suffit juste d'une prise de conscience ou d'un déclic et du coup, on voit tout de suite les progrès d'une personne et ça, c'est vraiment encourageant. Ah oui. Ici. Oui. Voilà, c'est parti. Héloïse Piette est diplômée d'une école de psychomotricité. Bonjour Monsieur Schneider. Bonjour madame. Sur ces 3 années de formation, seulement quelques heures ont été attribuées à la déficience visuelle. Comme beaucoup d'autres praticiens, c'est après avoir répondu à une offre d'emploi il y a 7 ans qu'elle s'est spécialisée. Alors on va travailler un petit peu l'équilibre aujourd'hui. Le métier de psychomotricien, ça consiste à favoriser en fait le lien harmonieux entre le corps et le psychique. Donc le but très général, ça va être d'aider la personne à être mieux dans son corps et à mieux savoir le gérer, puisque c'est souvent des personnes qui sont tendues. Donc on va travailler l'équilibre avec la planche à bascule aujourd'hui. Alors je vous laisse déjà essayer de monter. Voilà, alors mettez-vous face Face au mur. au mur. Le but, c'est de travailler un petit peu sur les appuis plantaires, de travailler sur le ressenti du corps, d'essayer de trouver le centre de gravité. Ce que vous allez déjà commencer par faire, c'est essayer de vous lâcher le plus possible pour tenir, en sachant que la barre de gym est là, au cas où. On peut aussi utiliser tout le matériel qu'on peut avoir au sein d'une salle de psychomotricité. Des planches à bascule, des poutres pour tout ce qui va être de l'équilibre. On a aussi des ballons, des tapis.
Monsieur Schneider a une déficience visuelle. Ça a révélé un problème d'équilibre. On essaye d'améliorer cet équilibre, d'améliorer ses réflexes. Et on travaille aussi sur sa posture et son axe corporel, parce qu'il a tendance à dévier un petit peu, toujours du même côté. Il y en a 3 grosses et 3 petites. On commence par ici. Vous arrivez à les percevoir ou pas? Celles-ci, les premières, ouais. Il faut aussi savoir être relativement créatif pour trouver des idées, pour trouver n'importe quel moyen pour amener la personne à mieux gérer ce qu'elle ne gère pas ou mal. On essaye de reprendre les exercices qu'on a déjà un petit peu fait et qu'on avait fait lors du bilan. Donc on va commencer par celui d'essayer de tenir sur un pied. Par rapport à d'autres pathologies, le handicap visuel, c'est très particulier puisqu'il ne voit pas ou mal. Donc il y a beaucoup de choses qui passent par ce qu'on appelle le non-verbal. Donc ils sont très sensibles aux tonalités de la voix et très sensibles aussi à tout ce qui va concerner le toucher. Et ça fait vraiment partie de la psychomotricité, le toucher. Là, ça prend toute sa dimension par rapport à ce handicap-là. Remettez votre corps droit. Je peux pas. C'était pas mal, là. Ah ouais, c'était déjà plus long qu'au début. Un petit peu. Stéphanie Lecam est orthoptiste. Après avoir obtenu sa capacité d'orthopsie, elle a exercé pendant plusieurs années dans un cabinet avant de se spécialiser dans la déficience visuelle en entrant à la Fondation Sainte-Marie. Monsieur Schneider, bonjour, c'est Madame Lecam. Je vous tends la main. Bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous-même? On y va? On est parti. Voilà. Vous prenez mon bras? Le bras droit. L'orthopsie s'adresse seulement aux malvoyants comme Monsieur Schneider. Elle leur permet de mieux connaître leur vision et d'utiliser de la façon la moins fatigante et la plus performante possible ce qu'il en reste pour la vie courante. Monsieur Schneider, on va faire une séance de balayage aujourd'hui. Vous vous souvenez à quoi c'est utile? Pour retrouver des objets sur les tables, du fait que j'ai un champ de vision, mon angle de vue assez restreint. Vous savez aussi que suivant les moments de la journée, vous regardez ou avec votre œil droit ou avec votre œil gauche. Voilà. Là, on va faire un exercice avec les cartes. La carte, vous ne la voyez pas en entier. C'est une carte parce que je vous ai dit que c'est une carte, mais en revanche, vous allez juste voir le contraste entre la carte et le bureau. Et le bureau, voilà. On repart toujours comme dans le sens de la lecture, en haut à gauche, comme si la table était une feuille en réalité. Et on va balayer une première ligne, revenir sur cette ligne, et faire ainsi de suite jusqu'à ce que vous soyez arrivé au bout de la table. Les outils que l'on va utiliser, ce sont des jeux de cartes, ça peut être des objets de la vie courante, des choses qui peuvent être plus ou moins contrastées. Donc par exemple, ça peut être un verre, une fourchette, enfin vraiment tout ce qui va pouvoir l'aider dans la vie courante. 6, ou 6. Très bien. Il y en a en effet 6. Maintenant, on va passer au téléagrandisseur, Monsieur Schneider. Yes. Et pour l'information à la lecture, parfois justement d'avoir travaillé le visuel suffit. Sinon, on va passer par des systèmes de loupe à main, comme tout le monde un petit peu connaît, ou par des choses qui sont électroniques, qui nous permettent de changer la couleur de l'information écrite et aussi de pouvoir le grossir si c'est nécessaire. Là, ça serait presque mieux. N'oubliez pas aussi que vous pouvez régler la luminosité de l'écran. Ce qui m'intéresse le plus et ce qui je trouve le plus enrichissant dans mon métier, c'est le moment où on va reprendre avec le patient l'explication de sa vision. Parce que généralement, on lui a juste posé le diagnostic, mais il n'a pas eu en termes clairs l'explication de comment il voyait et de comment il pouvait s'en servir. Voilà. Et donc, vous vous souvenez que ce n'est pas vos yeux qui bougent, mais c'est l'information qui arrive sur votre champ visuel de façon à moins fatiguer en bougeant le plateau. Alors, marqué avec son numéro de... On s'arrêtera à la fin de la phrase. Ce qui me touche le plus depuis que j'exerce, c'est vraiment le courage et l'investissement de mes patients. Parce que c'est toujours très compliqué de se mettre face à la réalité de leurs limites aussi. Et ils ont vraiment un courage étonnant et ils s'investissent beaucoup, ils font des efforts et ça, je trouve ça très touchant. Représentation, j'imagine. C'est très très bien. Votre mémoire, elle doit vous servir et votre déduction aussi pour moins fatiguer vos yeux. Madame Bonti, je suis Monsieur Griffon. Je vous serre la main. Je viens vous chercher pour notre entretien. Nous sommes partis. Pierre Griffon a une formation classique de psychologue, suivie de 25 années d'expérience dans la déficience visuelle. Il suit les patients comme Madame Bonti tout au long de leur prise en charge, afin qu'ils intègrent leur déficience comme une réalité surmontable et qu'ils aient une meilleure représentation d'eux-mêmes pour se projeter dans l'avenir. Voilà, vous suivez mon bras, vous arrivez au fauteuil. Installez-vous. Je vais refermer la porte. Une fois qu'on a la formation de psychologue, pour se spécialiser auprès des personnes déficientes visuelles, il existe en fait des associations professionnelles.
Il y a une association de langue française, l'association de langue française des psychologues spécialisés pour handicapés de la vue, qui regroupe en fait tous mes collègues qui travaillent dans le même secteur, dans l'enfance, la personne adulte ou la personne âgée, et ça nous permet de nous retrouver régulièrement, de faire des publications, d'échanger du savoir. Comment ça se passe depuis la dernière fois qu'on s'est vu? Je peux refaire des choses, on nous apprend énormément, plein de choses qu'on pensait plus jamais pouvoir faire. Au niveau moral aussi, on peut en parler, oui. C'est... je revis quoi en quelque sorte, et puis qu'en fin de compte, du fait que ça va mieux, c'est tout le reste aussi, tout l'ensemble. Notre travail n'est pas de relancer une mécanique, de bander à nouveau un ressort. C'est pas du tout ça. C'est de recréer un équilibre par rapport à des désirs et à des impossibilités. Donc c'est pas à nous de faire les choix, c'est à nous d'aider le patient à se rendre compte des choix possibles. Donc c'est une approche très modeste. Il ne s'agit surtout pas d'amener la personne où on voudrait qu'elle soit. Au contraire, lui permettre d'être ce qu'elle va devenir. Et alors, on continue notre tour au niveau de la psychomotricité. Le travail de Pierre Griffon se fait essentiellement par l'échange, notamment lors des entretiens individuels avec le patient, lors des groupes de parole avec d'autres patients déficients visuels et lors des staffs avec les autres professionnels. Bon, alors on se retrouve pour parler de notre patient. Un petit peu l'état des lieux. La déficience visuelle, c'est un arrêt. Et beaucoup de patients vont passer par des moments terribles. La dépression, c'est quelque chose de terrible. Or, la dépression fait partie du travail de deuil que les gens vont avoir à vivre. Moi, j'ai des patients qui me racontent qu'ils ont passé plusieurs mois dans leur cave sans lumière, juste parce que c'était pas supportable. Et puis on se rend compte que cette même personne, 6 mois plus tard, 1 an plus tard, a changé de vie. Ce que ça apprend, c'est l'énorme capacité de rebond d'une personne. Voilà, bon courage, bonne suite à vous. Merci bien, monsieur Griffon, c'est gentil, voilà. Merci. Au revoir. Au revoir. Vous allez me prendre le bras, la technique de guide. Voilà. Tenez-moi bien là, au niveau du coude. Voilà. Entre le temps de rééducation et la venue des équipes de nuit, ainsi que les week-ends, la transition est assurée par les éducateurs. À l'instar de beaucoup d'autres praticiens, Christian de Franlieu ne s'est pas spécialisé lors de sa formation, mais au cours de ses années d'expérience. Bonsoir tout le monde. Bon appétit. Et j'ai eu l'occasion de faire un stage près de chez moi dans un centre des déficients visuels. Et là, j'ai complètement découvert le handicap. Je serai là pour vous aider. C'est monsieur de Franlieu. Monsieur de Franlieu. Oui. Pas facile à se rappeler comme nom. On a des patients qui sont plus ou moins dépendants, surtout quand ils viennent d'arriver comme aujourd'hui. Le monsieur qui est arrivé de Guyane, en général, ils ne connaissent pas les lieux, les locaux, donc on va les accompagner dans la chambre, en salle à manger, ou s'ils veulent venir au salon. C'est une aide aussi à table pour pouvoir manger correctement. Vous avez les pâtes que vous avez faites. C'est vous qui les avez faites. Hein? Si je finis pas, je fais quoi? Comme d'habitude. Je laisse. Voilà, vous finissez pas. On voit à peu près où en sont les patients au niveau de leur tenue à table, comment ils s'organisent, et s'il y a des problèmes, on peut en parler aux éducateurs qui ensuite travaillent ces problèmes avec eux pour que le patient soit le plus autonome possible à table. C'est pour vous dire que ce soir, on va organiser une activité musicale, une petite chorale improvisée. Tout le monde est le bienvenu, vous pouvez chantonner, vous pouvez écouter, vous pouvez même dormir, sauf éviter de ronfler parce que c'est gênant. C'est une poupée. En proposant des activités diverses, les éducateurs encouragent les patients à se sociabiliser, à créer des liens entre eux afin de partager leur expérience et de ne pas se sentir seuls. En dehors d'une réadaptation en hôpital ou en centre spécialisé, il existe aussi, dans certains cas, un accompagnement à domicile. Ça va? Comment tu vas? Ça va très bien. À Bordeaux, Anaïs Dubois est titulaire d'un DEAVS, diplôme d'état d'auxiliaire de vie sociale. Une auxiliaire de vie sociale accompagne les personnes non-voyantes dans tous les aspects de la vie quotidienne où ils ne peuvent pas se débrouiller seuls. Ça va être de l'administratif, ça va être les courses, ça va être l'entretien du domicile, ça peut être aussi tout l'accompagnement socio-culturel.
On est en train de préparer la liste de courses avec Lydia. On fait le point sur ce qu'il y a dans les congélateurs et dans les frigos. Ah, c'est du poisson. Les objectifs du métier sont avant tout le maintien de l'autonomie. Donc travailler sur l'autonomie de la personne. Tout ce qu'elle peut faire seule, elle le fait. Et là où elle a besoin d'aide, on l'aide. Le maintien du lien social, parce que des personnes qui sont atteintes de handicap sont en risque d'isolement. Donc l'auxiliaire est quand même une porte vers l'extérieur. Je crois que de tout temps, j'ai aimé faire du social. J'ai toujours été quelqu'un qui aide les gens. Et c'est quelque chose que j'aime faire, j'en ai fait un métier finalement. Comme quelqu'un qui aime bricoler va devenir artisan, moi j'aime aider les gens, donc j'en ai fait un boulot. Quand on fait une liste de courses, quand on fait les courses avec quelqu'un qui ne voit pas, il faut être hyper vigilant aux dates. Parce qu'il ne voit pas les dates et que c'est pas écrit en braille. Donc je pousse un coup de gueule. Il faut écrire les dates de péremption en braille sur les yaourts, les fromages et tout ça. Ah, t'as de la poitrine de porc qui est bonne jusqu'à aujourd'hui. Ah, punaise. Est-ce que je te la congèle? Ah ouais. Nos moyens sont nos connaissances, notre expérience, souvent nos expériences de vie. Parce qu'on n'a pas de spécialité dans le handicap visuel, donc il faut aussi qu'on fasse avec notre bon sens avant tout. Les qualités, je pense, pour exercer ce métier sont avant tout une grande adaptabilité, une grande patience. Je crois qu'il faut avoir la capacité de penser à tout, et même à des choses auxquelles nous, on ne pense pas parce qu'on voit, justement. Ah voilà, les yaourts du matin, viens. Miel, céréales. Je sais pas si je vais aimer. Cerise. Ah, cerise, oui. Jusqu'à quand il va? 20 février. C'est bon. 3,31 €. Ouais, oui, comme ça, on en aura pour un moment. Quand on fait les courses, on fait attention à ce qu'on dépense. Et ça, c'est le maintien social, c'est le maintien de l'autonomie, c'est le maintien du lien social. Parce que c'est ne pas perdre pied avec la réalité. Oui, chérie, c'est Lily, ta puce. Excuse-moi, bébé, c'est que je suis dans le magasin, en train de faire les courses. Lydia, elle est comme tout le monde, finalement. Elle achète des choses pour son amoureux, pour lui faire plaisir. Les olives, elles sont nature. Des olives nature, tu veux, bébé? Nature sans piment, ouais. Ce que j'aime le plus dans mon travail, c'est entendre qu'elle se sent bien avec moi et qu'elle elle me fait confiance. Cette confiance qui est lourde à porter, mais qui fait tant de bien aussi. C'est comme une maman, c'est comme quelqu'un avec qui je peux me confier, vous voyez. Les autres aussi sont gentils, mais c'est pas pareil, c'est différent. C'est différent. Ils sont sympas, attention, je ne dis pas qu'ils sont méchants. Mais ils sont gentils aussi, les autres. Mais on peut avoir une préférence pour une personne, je sais, vous voyez. C'est Anaïs. Parce que le courant est très bien passé. Eva Bouillot, conférencière au musée Rodin. Je voulais déjà vous dire bienvenue au musée Rodin. On va pouvoir toucher à main nue les œuvres. On va aussi être une visite descriptive avec des informations sur la vie de Rodin, les circonstances de la création de l'œuvre. Pour une personne déficiente visuelle ou non-voyante, sortir seule est une démarche difficile. L'objectif de l'ensemble des accompagnants professionnels est de leur montrer qu'il est possible d'acquérir plus d'autonomie. Les éducateurs de la Fondation Sainte-Marie, en organisant une visite tactile au musée Rodin, mettent en confiance leurs patients. C'est un buste qu'on va toucher, un buste d'homme, d'un homme qui s'appelle Jean-Paul Laurence, qui est un peintre, un artiste peintre et qui est un ami de Rodin. De retour chez eux, les patients devront appliquer seuls les méthodes qu'ils ont apprises auprès des rééducateurs. Est-ce que vous avez perçu la signature, l'endroit de la signature là. Après 3 mois de rééducation, une visite au musée correspond à une mise en pratique de ces techniques. J'avais un patient qui partait sans canne, je lui ai dit non, vous venez avec nous, c'est pas parce que vous êtes au bras, il faut que vous puissiez aussi vous déplacer de façon relativement autonome. Donc la canne est importante. Donc ça fait partie du suivi de la rééducation et de notre tâche. Son buste, est-ce qu'il est lisse, est-ce qu'il n'est pas lisse, comment sont les chairs? C'est bon, tout est compréhensible là? Ça c'est sa moustache. En fait, il a une moustache assez écartée. L'essentiel, c'est vraiment d'aller dans un lieu public
dans un lieu de culture et de se dire que c'est tout à fait possible de le faire, même en étant non-voyant. Ici, on peut toucher. Ailleurs, peut-être qu'ils ne pourront pas toucher, mais accompagnés avec une autre personne, ils pourront découvrir d'autres musées. Si ça peut leur permettre et leur donner envie par la suite de reprendre ces activités, eh bien, tant mieux, c'est gagné. Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter l'Union nationale des aveugles et déficients visuels 0811 703 300 www.unadev.com. Pour retrouver toutes ces informations ainsi que d'autres, le site internet de France 5 est à votre disposition www.france5.fr/à vous de voir avec des tirets ou écrivez-nous à vous de voir France Télévisions Pôle France 5 24 rue Marceau 92 130 ici les Moulineaux. Écrit, filmé et réalisé par Xavier de Lausanne. Producteur délégué Emmanuel Schlomberger. Directeur de collection, Philippe Muller, avec le soutien du Centre national du cinéma et de l'image animée et de l'UNADEV, avec la participation de France Télévisions, presse Valérie Blanchet, production Valérie Verdier-Ferré, Louise Lamarie Baudouin, unité documentaire Caroline Béard, Carole Whitcroft, Hervé Guérin. Cette émission vous a été proposée par Bleu Cristal Média et France Télévisions.